Et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. On va avoir une succession d'épisodes assez rapidement puisque je me suis organisée de sorte à pouvoir un peu espacer les moments où je filme, mais fin avril, début mai, vous allez me voir assez souvent. J'ai un petit épisode très mosaïque cette fois-ci pour vous, avec un nouveau modèle de châle, un design en cours de chaussettes et un autre design mi-secret de dentelle pour un magazine. Donc voilà le programme. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, ça se passe par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons, les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail. Un petit rayon de lumière qui va se déplacer au fil du podcast, mais j'espère est pas trop distrayant. Voilà, c'est le début des journées ensoleillées et je m'adapte encore à ma nouvelle maison pour essayer de trouver où filmer, quand filmer. Et ici, c'était pas trop mal niveau luminosité. Et j'ai besoin de luminosité pour les projets que je vais vous montrer. Mais juste avant, ce que je porte un de mes modèles, le t-shirt Play-On, qui est un t-shirt assez simple en raglan, qui se tricote de haut en bas, avec un petit motif de dentelle très simple à faire, au centre du devant et sur les manches. Voilà, avec un décolleté assez dégagé. Et voilà, qui est hyper facile à modifier. J'ai prévu de m'en refaire un en couleur unie puisque j'avais utilisé une laine de Meadow. Oui, il y a peut-être un autre mot dans le nom de sa marque, mais une teinturière anglo-saxonne. Et en fait, c'est une de ces bases, vous savez, qui est marbrée avec un brin noir. Et du coup, quand on teint des coloris variés à la main, ça fait cet effet que moi je trouve très sympa, chiné, un peu rayé sur un haut, mais voilà, j'ai prévu de m'en refaire un. Je pense avoir un fil pour le faire en gris un peu clair, pour en avoir un uni puisque ça fonctionne très bien en uni aussi. On rajoute facilement des manches, etc. etc. Voilà pour ce que je porte, et je vais passer à un nouveau design que je viens de publier sur Ravelry, Pehip, etc. Et il s'agit d'un châle un petit peu hors saison, mais que j'avais quand même envie de sortir maintenant, puisque ça peut être un projet un petit peu sur le long cours d'utilisation de restes, histoire d'avoir un gros châle doudou, hop, à la fin de la saison. Et le voici. Donc il s'agit du châle Verdier, qui est un grand châle, un triangle asymétrique, tout en mosaïque. Donc on commence par cette pointe-ci, avec des bordures en point mousse et en maille glissée. Et vous avez un motif principal de mosaïque, ces petites vaguelettes que vous pouvez tricoter en différentes couleurs. Donc moi j'ai changé de couleur ici vers les 2/3 du châle, disons. Et un deuxième motif à la fin pour faire une bordure. Cette fois-ci des vaguelettes, mais dans l'autre sens. Et on termine par une bordure en point mousse pour un peu fermer le cercle. Et voilà. Donc c'est un châle à la construction assez simple pour vraiment se concentrer sur le rythme et comment dire, la méthode de la mosaïque. Donc c'est tout à fait adapté aux débutants en mosaïque si vous en avez jamais fait. Il n'y a pas de difficulté sur ce projet, c'est juste que c'est un long projet. Voilà, donc si vous êtes aficionado des projets rapides et faciles et que vous n'allez pas forcément être satisfait à passer du temps sur un projet, non. Mais par contre, c'est absolument pas difficile. Vous pouvez jouer avec différentes couleurs pour rendre ça un petit peu plus festif. Vous pouvez en fait changer de couleur
à chaque rayure à peu près, donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être intéressant d'utiliser des restes. En termes de fil, moi j'ai utilisé la Ulysse de Derreron Natura, donc c'est un châle qui est bien doudou. Donc la Ulysse, si vous la connaissez pas, c'est un mérino d'Arles cardé, donc c'est un fil qui est gonflant, qui tient la chaleur et qui remplit bien l'espace une fois bloqué, ce qui fait que c'est généralement très très sympa pour des jeux de couleurs parce que c'est un fil qui, tout en restant très doux, parce que c'est du mérino quand même, accroche bien. Mais le châle peut facilement se tricoter en fingering aussi, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus léger et d'un petit peu plus aéré, mais en termes d'échantillons, ça ne posera pas de problème. Et voilà. Donc j'ai utilisé les coloris. Mon coloris principal c'est le coloris biche, puis vous avez forêt, doré et c'est érable, oui. Et donc vous voyez un petit peu en termes de contraste sur quoi on peut jouer. La mosaïque, si vous voulez vraiment quelque chose de très très défini, il faut un contraste fort. Plus fort en fait que par rapport à du jacquard, parce que la mosaïque, c'est pas comme du jacquard à fil tiré, on tient un seul fil à la fois en fait, vous tenez pas de couleur, vous n'avez pas à vous embêter avec ça. Le motif se crée en glissant des mailles. Donc j'avais beaucoup parlé de la méthode de la mosaïque et de la façon d'écrire les instructions quand j'étais en train de tricoter ce modèle il y a quelques épisodes, donc si vous voulez avoir une discussion très très détaillée, je vous renvoie peut-être vers ça si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, vous allez avoir une couleur, et sur le rang où vous tricotez avec cette couleur, vous allez tricoter certaines mailles pour les mettre dans la couleur que vous tricotez, et les mailles que vous voulez garder dans l'autre couleur, vous allez les glisser, ne pas les tricoter, voilà. Et vous alternez comme ça, en fait vous faites, comme on est à plat, des allers-retours avec une couleur en glissant certaines mailles et en en tricotant d'autres, puis vous prenez la couleur suivante, etc., etc., deux par deux, comme ça tout du long. Le patron a des instructions assez détaillées sur la technique de la mosaïque, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très facile d'appréhension pour les débutants. Ici, on tricote en point mousse. La mosaïque, ça peut se faire en jersey, ça peut se faire en mélange aussi, mais ici, c'est que du point mousse, donc c'est que des mailles endroit, ce qui fait que sur les rangs envers, vous faites la même chose que sur les rangs endroits, en fait. Vous allez tricoter les mêmes mailles et glisser les mêmes mailles. C'est pour ça que ça peut avoir un côté très méditatif, parce que vous avez besoin de suivre la grille ou le motif que un rang sur deux. Parce que quand vous êtes tous les rangs envers, vous voyez en fait sur votre aiguille une maille, tiens, cette maille elle est verte, et si le fil que j'ai dans la main est vert, ça veut dire que les mailles vertes, je les tricote, et les mailles beige, je les glisse. Voilà, et pareil, quand je suis avec mon beige, ah, cette maille elle est beige, ça veut dire que je la tricote, cette maille elle est verte, je la glisse. Voilà. Donc c'est très intuitif comme ça, tout est expliqué dans le patron, mais vous avez quand même les instructions rang par rang. C'est pour ça que c'est accessible aux débutants, parce que vous n'avez pas à deviner. Parfois en mosaïque, on vous laisse un petit peu tout seul faire les rangs envers sans vous les donner en explication. Là non, dans le patron, vous avez à la fois en diagramme et en explication écrite tous les rangs. Donc si vous avez besoin vraiment d'intégrer le principe, tout est écrit. Voilà. Mais pourquoi je vous dis qu'il vous faut plus de contraste? Surtout, c'est parce que vous voyez en fait, le principe de la mosaïque crée un peu une double, comment dire, un double motif, puisque dans ce qui de loin apparaît comme une bande verte, vous avez des petits points blancs, et ce qui de loin apparaît comme une bande beige, vous avez des petits points verts. Voilà, vous n'avez jamais un long espace visuellement où il n'y a qu'un aplat d'une seule couleur. Comme vous pourriez l'avoir en jacquard ou en intarsia, etc. Non, la mosaïque, il y a cet effet un peu pointillé, parce que comme on glisse des mailles, le but c'est de pas forcément glisser trop de mailles à la suite. Généralement c'est juste une, voilà, ou parfois trois. Ça fait que vous avez vraiment les deux couleurs qui se mêlent l'une l'autre, ce qui donne un tricot souple, très élastique, il n'y a pas de problème, puisque vous n'avez pas, je vous montre l'envers, vous n'avez pas du tout le côté fil qui va gêner votre tension. Mais
voilà, ça implique que comme c'est pas des aplats de couleurs, les deux couleurs se mélangent. Donc si vous voulez vraiment voir le motif, il faut plus de contraste et encore plus que ce que vous pourriez... parfois le jacquard on aime bien faire avec un contraste un peu doux et selon les motifs ça fonctionne hyper bien aussi. Là, moins. Ce que vous voyez par exemple, avec le doré, je trouve personnellement que c'est un petit peu la limite. Voilà, plus clair que ça, on aurait perdu le motif. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de la gamme de contrastes que vous pourriez avoir. Un fort contraste et un contraste plus léger, mais plus fondu que ça, vous perdriez le motif. Voilà. Et vous avez, hop, la bordure en érable qui ressort bien. Voilà. Donc c'est un assez grand châle. La taille est modifiable, il faut s'amuser à faire un petit calcul quand on passe d'un motif à l'autre, c'est écrit dans le patron, pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles pour ce motif-ci. Mais vous pouvez le faire simplement. Et une fois que vous avez commencé le motif de bordure, en fait, vous le tricotez jusqu'à ce que vous voulez. Donc vous pouvez avoir une bordure significativement plus grande. Voilà. C'est vraiment un grand châle. Moi j'avais envie d'un grand châle parce que comme je travaille de chez moi, je travaille beaucoup sur mon ordinateur, je suis très souvent assise et je porte très souvent des gros châles sur mes épaules pour me tenir chaud. Et donc j'avais envie d'en avoir un deuxième parce que j'en ai un que j'utilise énormément, de châle bien épais, qui est mon châle Eidola. Donc j'avais envie de lui donner un petit peu de répit. Mais hop, avec la souplesse de la Ulysse, il est quand même tout à fait, hop, vous voyez jusqu'où vont les bouts, tout à fait portable, en écharpe, hop, ça reste un gros châle, voilà. Si vous le faites en fingering, ce sera plus souple, donc vous aurez moins cet effet gros doudou, mais les dimensions restent quand même assez conséquentes. Voilà. Vous pouvez arranger un petit peu si vous voulez voir les trois couleurs. Ou, en fait, comme vous pouvez modifier l'agencement des couleurs comme vous voulez, vous pouvez décaler comme bon vous semble. N'hésitez pas à regarder les versions test, il y en a qui ont fait des agencements de couleurs différents pour utiliser différentes quantités de fils. Et voilà. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer dans la mosaïque et qu'un grand projet vous fait pas peur, que vous avez envie de faire quelque chose sur le long cours, de faire une répétition par jour, en fait au début voilà on fait facilement une répétition par jour, puis pourquoi pas tous les 3 jours et une toutes les semaines à la fin, mais même à la fin, l'avantage d'utiliser un fil sport c'est qu'il n'y a pas tant de mailles que ça. Voilà, donc ce petit projet hors saison, mais qui j'espère vous plaira pour planifier un petit peu, tant qu'il nous reste un petit peu de temps avant la canicule. Voilà, ah oui, quand vous tricotez, quand vous allez tricoter, en fait vous augmentez constamment d'un côté. C'est pour ça que je dis que la forme est très simple. Et n'ayez pas peur si la bordure du côté où vous n'augmentez pas vous paraît trop souple au début, c'est normal. Hein. C'est parce que comme vous augmentez d'un côté, vous tirez un peu les mailles sur la maille sur laquelle vous faites l'augmentation. Et donc ça a tendance à, vous avez peut-être déjà remarqué ça si vous faites des châles avec des augmentations d'un seul côté, le côté où vous avez des augmentations va être plus serré. Mais une fois que vous bloquez le châle et que le tout s'assouplit et s'allonge, ça reste... ça revient normal et les deux bordures correspondent bien. Voilà. Voilà pour Verdier. Et qui est disponible maintenant sur Ravelry et Payhip. Et vous avez une petite promotion pour la sortie. Donc vous avez moins 15% avec le code Verdier jusqu'à dimanche. Voilà pour ce châle. Un grand châle. J'ai prévu de faire des
un petit châle du moins, dans quelques mois. Mais j'ai pas résisté à l'appel du gros châle doudou. Ça m'a pris un peu, c'était pas un modèle qui était prévu au départ, mais je sais pas, j'ai eu envie de mosaïque d'un coup parce que ça a vraiment ce côté rythmé en fait. Le fait de glisser les mailles, c'est des petites répétitions. Vous avez 10 mailles en fait, maximum, donc c'est assez intuitif à suivre puisque ce sont des motifs qui sont répétés en miroir. Et donc vous faites, il y a 4 ou 5 rangs différents en fait. Et parmi ces rangs différents, il y en a qui sont les mêmes mais inversés. C'est-à-dire que vous allez tricoter 3 mailles beige et glisser une maille verte, tricoter une maille beige, etc. Et sur un autre rang, vous allez tricoter 3 mailles vertes, puis glisser une maille beige, tricoter une maille verte. Voilà, vous avez ce rythme qui est le même avec les couleurs qui s'inversent. Et du coup, c'est assez facile de l'intégrer et il vous suffit de regarder, une fois que vous avez compris le principe, regardez le début du rang et vous savez tout de suite ce que vous devez faire, vous arrivez bien à aligner les choses et pour moi c'est quelque chose qui est hyper agréable à tricoter parce que c'est plus motivant que du point mousse. Il n'y a pas ce côté un peu parfois lassant du point mousse. Là, comme vous avez un motif qui se crée, vraiment ça a ce visuel motivant disons. Et tout en étant assez simple à intégrer et ça prend pas trop la tête vu qu'on est sur des petits motifs simples. En parlant de petits motifs simples, transition impeccable, je voulais vous montrer un petit modèle de chaussettes sur lequel je suis en train de travailler. Tada aussi de la mosaïque. Je suis en train de continuer petit à petit ma collection de chaussettes de cette année. Donc le but du jeu cette année c'est de jouer avec les couleurs. Donc j'ai sorti déjà 2 modèles, il y en a un 3e qui arrive tout bientôt. Et puis cet été, je ne m'arrêterai pas, j'ai d'autres modèles prévus et notamment des modèles où on utilise vraiment des techniques de couleurs. C'est-à-dire il y en aura un en jacquard normalement et un avec de la mosaïque. Et je savais pas trop quoi faire parce que le problème c'est que comme on est sur des chaussettes, on est sur des petites circonférences et souvent la mosaïque, pour que ça ressorte vraiment bien, pour avoir cet effet géométrique intéressant, on a besoin quand même de beaucoup d'espace pour avoir un peu cet effet, cette illusion en fait de regarder loin et de voir un dessin global se faire. Donc faire sur des chaussettes avec un tout petit motif, on est un peu limité. Mais j'avais très envie de faire des petits triangles et en jouant avec différentes tailles de motifs, je suis arrivée sur ça. Et j'ai pas mal hésité à quoi faire en fait. Je voulais qu'on voit bien le motif, mais je voulais pas que toute la chaussette soit en mosaïque. Et finalement, j'ai fait un motif, j'ai regardé, je me dis c'est pas assez. J'ai fait 2 motifs, je me suis dit non, c'est toujours pas assez. Et je me suis dit, bah en fait c'est assez rigolo si toute la jambe est en mosaïque. Voilà, donc moi je fais quand même des jambes relativement courtes. C'est assez rare que je fasse des jambes assez hautes parce que c'est peu confortable pour moi. J'ai un mollet assez fort et je me sens vite engoncée. Et problème de circulation. Et du coup, ça c'est un peu la taille de jambe parfaite pour moi, mais on peut évidemment la faire plus ou moins haute. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté sur le pied un petit motif texturé tout simple de... Tu veux bien faire la mise au point? Pas vraiment. De mailles en verre en fait, c'est des mailles en verre en quinconce tout simple. Parce que je trouvais que la transition mosaïque, puisque là aussi on est sur de la mosaïque en point mousse, cette fois-ci comme c'est fait en rang, il y a un rang sur 2 où ce sont des mailles en verre. Comme on est sur de la mosaïque en point mousse, je trouvais que la transition point mousse jersey était un petit peu trop choquante. Et finalement j'aime bien l'association des deux. J'ai fait des côtes brisées en haut, pareil pour rappeler un petit peu l'effet mousse. Voilà. Mes voisins font un peu de bruit, parce que vous les entendez pas. Moi aussi je fais du bruit du coup.
Mais voilà ce que ça donne. Donc la particularité de ces chaussettes, c'est qu'il va falloir faire un petit peu attention à sa tension. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, vous vous êtes peut-être un peu demandé sur quelle base partir pour avoir la bonne taille en fait, parce qu'on vous donne un échantillon, puisque l'échantillon donc qui représente la densité de votre tricot, la taille de votre maille, quelle mesure fait votre maille à la fois en largeur et en hauteur, c'est ça qui détermine vraiment la taille de votre projet. On vous donne le numéro d'aiguille que le créateur a utilisé pour obtenir cet échantillon, mais vous devez utiliser le numéro d'aiguille dont vous avez besoin vous, qui peut être très différent de celui du créateur. Puis on vous donne aussi le nombre de mailles de la chaussette. Voilà, il y a plus ou moins de tailles en fonction des créateurs et en fonction du type de chaussette que c'est, etc. Et on vous donne la mesure que ça... la mesure qui en résulte en fait. Tel échantillon, tel nombre de mailles, ça donne telle mesure. Voilà. Parfois, voilà, les gens sont un petit peu perturbés parce que ils se disent mais je vais pas m'amuser à faire un échantillon pour des chaussettes. Non, effectivement non. Mais faire un échantillon et avoir le bon échantillon, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Sur des petits projets, je vous conseille pas forcément de vous embêter à faire des échantillons parce que vous pouvez commencer le projet. D'une part, ça va vous apprendre à peut-être le motif s'il y a un motif. Ça va être un petit peu plus satisfaisant pour vous, surtout sur des chaussettes où on est en rond. Faire un échantillon en rond, c'est un petit peu pénible, hein, et donc souvent on a tendance à pas forcément le faire très bien parce que c'est pénible, donc ça ne sert à rien, pour moi en tout cas. Ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez jamais tricoté des chaussettes, vous regardez la mesure qui est indiquée pour vous dans le patron, parce qu'on va vous dire, vous mesurez votre pied, vous enlevez 1 cm à 2 cm et demi en fonction du type de tricot que c'est, parce qu'il faut que votre chaussette soit un petit peu plus petite que votre pied, et ça vous donne, je sais pas, voilà, 20 cm. Voilà. Vous savez que vous devez faire la taille qui correspond à 20 cm. Le patron vous dit c'est 60 mailles à tel échantillon. Généralement un échantillon de chaussettes ça va être entre 30 et 36 mailles sur 10 cm parce qu'on veut quelque chose d'assez serré quand même. Donc vous vous dites ok, je monte 60 mailles, quelle aiguille je prends? Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes qui demande quand même un échantillon très dense, vous êtes peut-être un petit peu perturbé. Je vous conseille de prendre des aiguilles de 25. Si vous savez que vous tricotez lâche, prenez des aiguilles 2. Si vous savez que vous tricotez serré, prenez des aiguilles 2,5. Voilà. Et 2,25 si vous savez pas trop ou si vous tricotez ni particulièrement lâche ni particulièrement serré. Vous tricotez un petit peu et vous allez mesurer votre chaussette. Et comme ça, vous allez voir est-ce que, d'une part, le rendu du tricot est suffisamment serré pour être une chaussette, est-ce que c'est pas trop lâche? Après, ça dépend de vos préférences aussi, hein. Peut-être que vous voulez pas quelque chose de très serré. Voilà, sachez que ce sera moins durable si c'est moins serré, mais en fonction du type de laine que vous utilisez, etc. Pourquoi pas. Vous mesurez, en fait, et vous allez voir, vous avez, je sais pas, vous avez tricoté ça, vous voyez, et vous vous dites, ok, ça fait 10 cm en largeur, et puisque je suis censée avoir 20 en tour, ça veut dire que c'est bon. Bravo, vous avez trouvé le numéro d'aiguille qu'il vous faut pour vos chaussettes. Voilà. Si c'est pas bon, bah vous recommencez et finalement vous avez tricoté que ça. C'est sensiblement la même chose que ce que vous auriez fait si vous avez fait un échantillon. Voilà. Si c'est trop petit, vous augmentez de taille d'aiguille, parce que si c'est trop petit, ça veut dire que vos mailles sont trop serrées et donc il faut qu'elles se détendent. Et si c'est trop lâche, ça veut dire qu'il faut descendre de taille d'aiguille, puisque ça veut dire que vos mailles sont trop grandes et donc il faut les resserrer. Voilà. Vous pouvez ajuster un peu ça. C'est pour ça que les patrons de chaussettes vous demandent, vous indiquent généralement, en tout cas moi c'est ce que je préfère faire, comme ça vous avez toutes les infos. Je vous indique le nombre de mailles, l'échantillon auquel moi je travaille, comme ça si vous voulez un échantillon différent, peut-être que vous préférez les chaussettes bien serrées. Moi mon échantillon de chaussettes généralement il est entre 32 et 34 mailles par 10 cm, pour certaines personnes c'est pas assez. Voilà.
ou peut-être que vous voulez utiliser une laine sport ou une laine déca pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud et dense, mais que vous savez que vous pouvez vous rapprocher suffisamment de l'échantillon pour quand même utiliser un patron de chaussettes en fingering. Dans ce cas-là, il faut que vous trouviez vos préférences à vous. En fonction de l'échantillon que vous aimez utiliser pour vos chaussettes, vous savez que vous, généralement, vous avez besoin de tel compte maille. Et donc, voilà, vous allez vous dire, moi je sais qu'il faut que je tricote des chaussettes 68 mailles, avec mes aiguilles de 75, ça me donne le tricot que je veux, la coupe de chaussettes que je veux, et je m'en moque des mesures que donne le créateur. Voilà, et comme ça vous savez que vous pouvez prendre le patron tel quel avec le nombre de mailles que vous voulez monter, sans forcément obtenir la même mesure que le patron, mais ça fonctionnera quand même. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? À part le fait de vous faire fuir tous avec mes histoires d'échantillons, encore. Parce que là, comme on est sur de la mosaïque, il y a deux choses. D'une part, la mosaïque, même si il n'y a pas de fil sur l'arrière comme le jacquard à fil tiré, on glisse quand même des mailles. Donc ça peut avoir tendance un peu à resserrer le tricot. Surtout que là, je suis sur de la mosaïque en point mousse, donc double peine. Triple peine même, puisque comme on est sur une répétition, et certes j'ai réussi à en faire une suffisamment petite, mais qui rendait pas trop mal, mais j'ai quand même une répétition de 10 mailles, donc j'ai dû adapter un petit peu le tour de jambe. C'est aussi pour ça que je voulais pas que la mosaïque soit sur toute la chaussette, parce que je voulais qu'au niveau du pied, on ait la bonne coupe, la coupe habituelle, disons. Pourquoi cette phrase me fait penser à quelque chose, la coupe habituelle? Bref, si vous voyez pourquoi j'ai eu un petit bug de cerveau. C'est pas dans le dessin animé Astérix et Cléopâtre? Bref. Petit flash comme ça de mémoire curieux. Bref, comme il me fallait quand même une répétition de 10 mailles partout, je pouvais pas avoir une finesse dans la taille si la mosaïque était partout. Donc en fait, au niveau de la jambe, j'ai écrit de pas monter forcément le nombre de mailles finales, et on va récupérer le bon nombre de mailles après la jambe. Mais ça veut dire qu'au niveau de la jambe, il va falloir quand même vérifier que votre tension n'est pas trop serrée ou trop lâche par rapport à ce que vous voulez. Donc typiquement, ça va être un modèle de chaussette qu'il va falloir essayer. Essayez vos tricots. Surtout les choses qui doivent vraiment avoir une coupe particulière, et aussi les vêtements. Ça me rend dingue que tout le monde déteste les pulls tricotés de bas en haut parce qu'on vous dit mais c'est plus facile de tricoter de haut en bas parce que comme ça je peux l'essayer, mais en fait personne n'essaye ces pulls. Tout le monde tricote jusqu'à la fin de son pull et l'essaye et se disent ah c'est trop long ou c'est trop court. Je dis mais fallait essayer, pitié, essayez vos vêtements. Les designers peuvent pas deviner pour vous votre hauteur de buste, vos préférences, etc. Donc, essayez vos vêtements quand c'est possible. Et donc là, c'est tout à fait possible. Donc de manière générale, les chaussettes, surtout si vous faites des points particuliers, vous tricotez un petit peu de la jambe et vous l'essayez tout de suite. Et il faut que ça passe, quand vous n'avez pas encore fait le talon, il faut que cette partie-là passe quand même facilement votre talon. Si vous devez tirer pour passer votre talon, c'est pas bon. Si c'est trop lâche sur votre cheville, c'est pas bon. Voilà, il faut que vous puissiez passer le talon sans difficulté, mais que sur votre cheville, vous puissiez passer en tirant un doigt peut-être, mais pas trop non plus. Voilà. Voilà. Pour le petit blabla. C'est quelque chose qui est hyper important à comprendre, c'est que si vous vous êtes perturbé par des questions d'échantillons, si vous n'avez pas envie de faire de maths, etc., la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que il faut que vous essayiez les projets, en fait, eux-mêmes. Vous n'êtes pas obligé de faire vos décalculs, de faire 56 tests d'échantillons avec 56 numéros d'aiguilles différentes. Si vous essayez les projets eux-mêmes, ça ira très bien. Et ça ira peut-être même mieux que si vous aviez fait 50 échantillons,
qui ne sont pas représentatifs au final de l'échantillon que vous avez sur le projet réel, puisque malheureusement c'est un peu la loi du tricot, que quand on tricote un gros projet, ben, on n'a pas forcément la même tension que sur un test. Voilà. Et pour les chaussettes, c'est d'autant plus vrai que ça sert de toute façon pas à grand chose de faire des échantillons, puisque autant commencer la chaussette et l'essayer. Donc ces petites chaussettes qui devraient sortir en juillet, je pense, je vais faire la deuxième. Je l'ai bloquée pour vérifier du coup que la coupe. Il y a une démarcation hein, sur la mosaïque au début du rang, c'est normal. C'est un petit peu gênant à corriger vu que on est sur du point mousse et un changement de couleur, donc c'est double peine. Donc j'ai écrit le patron de sorte à ce que cette démarcation soit en miroir en fait sur les chaussettes. Comme ça, vous pouvez la cacher en la portant des deux du même côté. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. C'est juste que l'autre chaussette, voilà, là, ma démarcation elle est là, et l'autre chaussette, la démarcation sera là aussi. Comme ça, elles seront à l'intérieur du pied. Voilà. Je n'ai pas de nom pour ces chaussettes. Voilà, je n'ai pas d'idée. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je trouve quelque chose de géométrique. En parlant géométrie, je suis en train de me battre avec un nouveau design. Et alors ça va être un petit peu un aperçu très longtemps en avance, puisque je suis en train de designer un modèle qui paraîtra dans un magazine, dans le Making Stories, donc, qui est un magazine de tricot indépendant anglophone, basé en Allemagne, et qui paraîtra au printemps 2024. Donc, si ça vous énerve que je vous montre des trucs qui sortent que dans 1000 ans, je suis désolée. Mais j'avais quand même envie de vous en parler, parce que j'aime beaucoup ce projet. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, puisque je suis au début, enfin, maintenant je suis au début, puisque j'ai dû défaire tout ce que j'ai fait depuis une semaine. Je suis ravie. C'est un modèle, je vais vous montrer mes croquis. C'est un modèle de t-shirt tout en dentelle. Hop, voilà. Ça va être un t-shirt un peu court, très large, avec beaucoup d'aisance, puisque je le tricote en DK. Alors, je sais qu'à chaque fois qu'on fait des tops d'été en DK, il y a des gens qui se posent des questions, mais de toute façon, il y a toujours des gens qui se posent des questions. Jamais rien qui va. Il y a des gens qui aiment pas tricoter en fingering parce que c'est trop long. Il y a des gens qui aiment pas tricoter en DK parce que c'est trop épais. Donc, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses. Il y a juste des goûts et des utilisations différentes. Les motos. Moi, les t-shirts en DK, en fait, c'est comme les t-shirts en laine. Je les porte à peu près au même moment. Là, en fait, de fin mars à mai, et puis en octobre. Voilà. Ça dépend un peu de la façon, déjà de la météo, là où vous habitez, mais aussi de la façon dont on s'habille. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, à la mi-saison, porter peut-être un petit t-shirt ou une petite blouse, et par-dessus un gilet fin qui peut être tricoté, du coup. Moi, c'est un peu l'inverse, c'est marrant. Je préfère avoir un projet tricoté en dessous, donc ça va être un t-shirt ou un débardeur, et par-dessus un gilet ou une chemise très très fine, en viscose ou autre. Et du coup, ça fait que je peux porter des t-shirts en laine ou en fil un peu plus épais. Voilà. Des t-shirts en laine en DK, par contre, oui, soit c'est des pulls sans manches, soit il faut habiter très très... là où il fait très très froid, je pense. Mais voilà, donc là, ce sera un modèle en DK. Par contre, j'obtiens un échantillon qui va être assez polyvalent, et ça, c'est chouette. Puisque je vais vous montrer ça. Voilà la dentelle. Donc qui est une grosse dentelle, un gros motif, et c'est pour ça que je voulais le tricoter en DK pour que on ait quelque chose vraiment de mi-saison, parce que sinon ça aurait été trop
fluide à mon sens pour le printemps. Et pour la coupe que c'est, ça va plutôt être quelque chose que moi je vais vouloir porter par-dessus une combinaison ou, comme je vous le dis, par-dessous une chemise. Mais j'obtiens un échantillon qui est assez serré parce que comme c'est un gros motif, je voulais pas non plus que ce soit trop lâche parce que ça aurait été un cauchemar à grader. Et donc j'obtiens un échantillon qui est de 24 mailles sur 10 cm. Donc en fait, moi pour le magazine il sera en DK, mais ce sera très facile de le tricoter en sport, voire en fingering, vous aurez juste quelque chose de plus souple, parce que vous voyez que moi j'ai quand même un tricot qui est assez dense, qui va bien se tenir, qui va avoir une jolie structure du coup, qui est ce que je voulais. Mais si vous voulez quelque chose de plus léger, ça fonctionnera aussi. J'ai un peu envie d'essayer de faire ça. Maintenant, quand je fais des modèles, et je l'ai fait un peu inconsciemment pour par exemple Playon, qui a un échantillon de 20 mailles, alors que moi j'ai utilisé de la fingering. Vous voyez, et donc là pareillement en fait, vous pouvez utiliser de la sport ou de la DK. Pourquoi pas en fibre végétale. Voilà, ou en faire un pull si vous faites des manches longues aussi. Mais du coup, inversement, ce modèle qui est en DK, vous pourrez le faire en fingering aussi. Donc j'aime bien essayer de faire ça, de jouer avec les échantillons pour que les gens puissent utiliser l'épaisseur de fil qui leur convient et avoir un petit peu cette polyvalence, de pas être bloqué, oh c'est un t-shirt d'été mais c'est en DK et moi ça me va pas. Ou ah c'est un t-shirt d'été mais c'est en fingering et moi ça me va pas. Voilà, vous pourriez facilement changer. Le fil que j'utilise, donc c'est le fil qui a été choisi par le magazine que je ne connaissais pas, c'est le fil WeJeans de Pasquali. Donc Pasquali qui est une marque allemande. Et donc c'est du coton recyclé en fait, voilà. Fait au Portugal. Tu veux pas faire la mise au point à l'aide? Bon, vous voyez quand même que c'est... il y a des petits bouts, donc la couleur principale est ce vieux rose, et vous avez des petits bouts de fil orangé et rouille, et il y a un petit peu de bleu et de violet aussi, qui donne cet effet chiné, qui est très sympa. Donc c'est une DK, hein, c'est... il y a 96 mètres pour 50 grammes, donc c'est même un petit peu de la worsted, mais fibres végétales... un cauchemar. Raison de plus pour avoir un échantillon polyvalent parce qu'on s'en sort pas. Mais voilà ce que ça donne dans la dentelle. Voilà. Et donc, j'avais bien commencé, fin de semaine dernière, j'avais fait tout le dos, etc. Mais j'ai tout défait. J'ai tout défait. Vous savez quand vous faites quelque chose et vous savez que ça ne va pas. Vous savez que vous avez fait... Vous savez très bien que vous allez devoir recommencer parce que vous avez fait une bêtise et voilà, ça ne marche pas. Il faut recommencer. Mais vous êtes dans le déni et vous continuez quand même à tricoter jusqu'au moment fatidique où vraiment vous vous dites bon, non, c'est idiot, recommence. Comme ça, vous avez bien perdu du temps. Plutôt que de défaire dès le moment où vous saviez que vous avez fait une bêtise. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous allez le voir sur mon croquis, ce que je veux absolument, c'est que le motif de dentelle se fonde en haut et en bas du t-shirt dans des côtes torse. Pour plusieurs choses, parce que ça va me permettre d'ajuster la hauteur, la longueur du corps, en fait, parce que moi je vais le faire crop pour le magazine, mais je veux quand même que les gens puissent ajuster la hauteur de leur top pour que ça leur aille comme ils veulent. Sauf que le motif de dentelle, hop, il est dans ce sens-là, le motif de dentelle, il est assez haut. Vous voyez? Il fait tout ça. Donc c'est très long d'ajouter, d'enlever ça. Donc je peux pas raisonnablement dire aux gens, vous ajoutez, je sais quoi, ça fait peut-être 15 cm. Si vous, le corps, la longueur du corps, ce soit 20, soit 35, soit 50 cm. Voilà, débrouillez-vous. Ça c'est pas raisonnable. Alors que je peux faire fondre, vous voyez comme le motif peut descendre des côtes torse en fait. Voilà. Et faut se fondre à la fin dans les côtes torse. Donc en fait on pourra tricoter plus ou moins de côtes torse.
et ça rajoutera un petit peu de longueur sans forcément aller jusqu'à toute la hauteur du motif de dentelle. Mais pour ça, je voulais que ce soit en symétrie, donc ça le fasse en haut, ça me permette un peu de former les épaules avec des rangs raccourcis, de former l'encolure, parce que je voulais pas que l'encolure elle soit trop haute ici, et d'ajuster la longueur du corps. Le problème c'est que faut que le devant et le dos soient sur le même rang au niveau de l'emmanchure, parce que j'avais pas envie que le truc se fonde bien sur le devant mais pas dans le dos, et en plus ça aurait forcé à suivre deux rangs différents du motif, pénible. Et donc j'ai un petit problème parce que le dos, faut que je fasse le dos d'une certaine façon, donc c'est ce que j'ai là, j'ai recommencé, j'ai fait mon dos, voilà, hop. Voilà mon dos avec, j'ai fait des rangs raccourcis pour les épaules et donc vous voyez là c'est comme ça. Donc ça c'est le dos. Hein. Et vous allez voir. Donc voilà, donc ça c'est le dos. Et là vous voyez que c'est très près de mon cou. Mais c'est normal, c'est le dos. Donc ça va être dans la nuque. Par contre, le devant, je veux pas que ce soit là. Je veux que ça soit un petit peu plus bas. Et donc, il faut que je décale le début de la dentelle dans le dos et dans le devant pour que ce soit synchronisé à la même hauteur et que ça me laisse la place de descendre l'encolure du devant. Et donc sur ma première version, j'avais pas bien fait ça puisque j'avais commencé la dentelle trop tôt dans le dos, parce que je me suis dit bah c'est pas très grave si c'est décalé en haut tant que c'est ajusté, tant que c'est raccord à ce niveau-là en fait. Mais en fait si. C'est pas très beau. Si la dentelle elle est plus haute dans le dos que dans le devant, en fait vous allez avoir toute une partie en queue de torse là comme ça sur le devant mais juste un petit peu dans le dos. Ça va pas être très beau. Donc j'avais fini tout le dos. Et en plus c'est pas... Comme c'est très dense à tricoter, c'est ma faute, hein, je me crée des problèmes. Hein, et c'est la deuxième fois que je le fais cette année. D'avoir un modèle en fibre végétale dense avec un motif. Parce que j'aime bien le rendu, je sais pas, j'aime bien la tenue que ça a, c'est quelque chose qui me manque dans ma garde-robe. Des trucs légers, mais qui ont quand même de la structure pour pouvoir les porter maintenant. Et le problème c'est que en coton comme ça fait un peu mal aux mains, donc c'est quelque chose que je tricote assez lentement. Donc vraiment, je me suis auto-sabotée. Mais normalement maintenant c'est bon, j'ai réussi, je pense avoir trouvé comment faire. Et je ne sais pas exactement de combien je vais décaler le départ de la dentelle. En fait je vais constamment essayer comme ça. Et au moment où j'arrive, là je vais que tricoter en côte torse. Je vais pas commencer la dentelle, tricoter en côte torse, tricoter en côte torse. Encore, on peut faire une contre-pétrie comme ça. En corse. En corse tote, ça veut rien dire. Trouver la contre-pétrie, je sais qu'il y en a une. Et au moment où j'arriverai à l'endroit où, ah c'est bon, là je pense que je veux aller jusque là à peu près, hein, que le devant soit bien arrondi, là je commencerai la dentelle. Voilà. C'est idiot. Hein. Je sais que je suis pas la seule à le faire, hein, parce que je vois plein de gens sur les réseaux qui font des projets et qui s'entêtent alors qu'ils ont un doute et qui finissent par le défaire alors qu'ils ont continué à tricoter dessus, et je pense que ouais, ça c'est un de mes défauts, ça. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et il faut que j'arrête. Mais voilà, donc petit aperçu 1 an avant d'un modèle qui paraîtra au printemps-été prochain. Et voilà pour cet épisode, c'est tous les projets dont j'avais envie de vous parler. J'espère que cet épisode vous a plu, que mes blabla échantillons et essayez vos tricots pitié vous ont pas trop ennuyé. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine normalement. Et je vous dis à bientôt, passez une très belle fin d'après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode. Salut!